Les entretiens Aerospace Valley reprennent. Donc je rappelle, Aerospace Valley, le pôle de compétitivité aéronautique, espace et systèmes embarqués d'Aquitaine, Midi-Pyrénées. Et à côté de moi, donc Daniel Méchin, donc officier. Mécanicien navigant. Navigant. OMN. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un officier mécanicien navigant? Alors, un officier mécanicien navigant, c'est un mécanicien navigant qui était, je le mets déjà au passé, qui était le troisième homme présent dans l'avion et qui avait un panneau latéral qui mesurait un certain nombre de centimètres, 1,50 m, 2 mètres, 1 mètre de haut, sur lequel il y avait tout un tas d'instruments de mesure, d'indicateurs de pression, de vitesse, de poussée, etc., etc., de façon à être dans la boucle avec l'équipage de conduite, avec les pilotes, de façon à pouvoir dire à un moment donné, attention, nous avons une petite panne et voilà ce que nous devrions faire. Et vous pouviez intervenir pour réparer certaines pannes? Alors, ou du moins les amoindrir? Réparer, oui, on pouvait les amoindrir pendant le vol. On pouvait dire, par exemple, nous avons un système qui présente un petit défaut. On pourrait peut-être l'isoler. À ce moment-là, on arrêtait le fonctionnement de ce système et par l'intermédiaire d'un interrupteur, d'un inverseur, on passait du système 1 sur le système 2 pour conserver le fonctionnement de l'ensemble. Alors vous avez là, si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est pour parler d'un avion très inhabituel, le Super Guppy, cet avion qui évoque un peu une baleine volante, on peut le dire. Et donc son histoire est assez fascinante puisqu'au départ, si on revient à son origine, c'est aux États-Unis pour le programme Apollo. Exactement. Au départ, entre 1960 et 1965, les Américains qui étaient engagés dans le système Apollo derrière le leadership de Wernher von Braun, avaient besoin d'un moyen aérien pour transporter des tronçons de fusée Saturne, des éléments du programme lunaire Apollo, qui étaient donc des éléments d'un volume très important, qui étaient construits sur la côte ouest des États-Unis et qu'il fallait transporter sur la côte est à Cap Canaveral. Et donc, la route ne passait pas, 5000 km, le trajet voie ferrée ne passait pas non plus, l'avion n'existait pas et le seul moyen qui, en attendant, avait été utilisé tout à fait au début, était un bateau qui descendait tout le long de la côte du Pacifique, le canal du Panama, le golfe du Mexique, et il leur fallait 8 jours de navigation pour arriver là-bas. Ah oui, donc il y avait un impératif de vitesse. Il y avait un impératif de vitesse, un impératif de sûreté. Et donc, ce qui est le plus étonnant dans toute cette aventure, c'est que en 1960, lorsque Wernher von Braun fait paraître un article dans la presse en demandant « Nous avons un gros problème sur les bras, il faut nous aider à transporter des tronçons qui sont uniques, qui coûtent très très cher, et il faut un moyen sûr pour les transporter rapidement. » Et donc, 3 hommes vont répondre à la demande. Ils vont être capables de construire cet avion en partant d'un avion qui avait déjà été construit dans les années 48 et qui s'appelait le Stratocruiser. Ils vont le modifier pour être capable, le rendre capable de transporter des tronçons volumineux. Alors vous avez été officier, mécanicien navigant à bord de cet appareil. Soyons honnêtes, avec sa tête, on se dit, il volait pas très bien ou est-ce qu'en fait, il volait finalement plutôt bien? Alors, il volait plutôt bien, cependant, il avait quand même quelques petits points faibles. Le premier point faible, c'est que, construit dans les années 40-50 pour la version initiale du Stratocruiser, modifié au début des années 60, c'était donc un avion ancienne génération qui avait quelques petites faiblesses. De temps en temps, il avait quelques états d'âme et il n'était pas d'une grande fiabilité. Donc entre nous, quand on se préparait à partir en vol, on disait entre nous qu'on ne savait pas quand on allait partir et une fois qu'on était parti, on ne savait pas quand on allait rentrer. À ce point-là. Et quand vous parlez d'état d'âme, c'est quoi un état d'âme d'un Super Guppy? Alors un état d'âme d'un Super Guppy, c'est tout simplement que de temps en temps, on avait un équipement qui tombait en panne et puis il fallait le dépanner et des fois ça durait 2-3 jours. Et fort heureusement, si nous transportions des
des tronçons volumineux qui faisaient parfois 20 mètres de long et 7 mètres de diamètre, mais qui avaient un avantage, c'est que quand on fait du fret, le fret, c'est un équipement que l'on transporte et qui ne fait pas de bruit et surtout qui ne va pas se plaindre. Alors des fois, ça durait 2-3 jours en attendant que nous soyons dépannés. Et parfois, nous, mécaniciens navigants, il fallait mettre la main à la pâte pour dépanner l'avion. Alors, une question de néophyte aéronautique, parce que j'ai eu la chance de voir le Super Guppy pour la première fois de ma vie au musée aéronautique Aéroscopia, où il est en quelque sorte en vedette. Et ce qui m'a surpris, c'est le côté charnière, c'est-à-dire c'est un avion qui s'ouvre. Donc, bon, moi je ne suis pas du tout ingénieur, je me dis, c'est pas dangereux en vol un avion qui s'ouvre en deux comme ça finalement? Alors non, là c'est pas dangereux parce qu'il y avait tout un tas de moyens de sécurité pour sécuriser la fermeture de l'avion. Mais il est vrai qu'un avion qui a une charnière côté gauche, qui peut s'ouvrir complètement et la pointe de l'avant basculer à 90 degrés, eh bien il fallait, lorsqu'on avait refermé le nez, il y avait des systèmes de boulons avec des écrous que l'on mettait en haut et en bas, de façon à rigidifier l'ensemble et à être sûr que les deux parties soient bien solidaires l'une de l'autre. Mais la difficulté de la chose, c'est que à la partie supérieure, à 7 mètres de haut par rapport au plancher, on ne pouvait pas monter en rappel pour aller mettre un boulon, un écrou. Donc les Américains qui ont construit ces avions avaient conçu des systèmes d'écrous, enfin de boulons hydrauliques qui, lorsque les deux parties étaient refermées l'une sur l'autre, on mettait en place ces boulons hydrauliques et ensuite il y avait un système de verrouillage. Donc il y avait toute une partie à la partie supérieure, toute une partie de ces boulons qui étaient hydrauliques. Donc automatisé, on n'intervenait pas finalement? Ah, automatisme, enfin, non. Là, il fallait le doigté du mécanicien navigant pour pouvoir, une fois que les deux parties étaient rapprochées l'une à l'autre, il y avait 4 broches de centrage qui permettaient d'être sûr que les deux parties soient bien centrées. Et ensuite, par l'intermédiaire d'un vérin hydraulique, un petit vérin hydraulique, on venait pousser ces petits boulons pour être sûr qu'ils soient bien verrouillés. Et alors après, c'est un avion qui a connu une carrière européenne. Il a aidé Airbus, je crois, après avoir aidé à atteindre la Lune. Oui, alors les Américains ont construit les 2 premiers avions. Le premier qui s'est appelé Pregnant Guppy, parce que vous vous souvenez qu'un guppy, un petit poisson qui fait 1 cm de long, il fallait leur donner un nom. Ils lui ont donné un nom à cet avion, ils l'ont appelé Guppy. Et pour être sûr que les gens comprennent que c'était un avion capable de transporter des charges volumineuses, ils l'ont appelé Pregnant Guppy. Le Guppy enceinte. Un Guppy enceinte, exactement. Et puis, ça c'est entre 1960 et 1962. À partir de 1962, Wernher von Braun a dit « Votre avion, il est bien, mais les tronçons de fusée, le tronçon S4 de la fusée Saturne vient de prendre un petit peu de volume et il nous faudra un avion encore plus gros. » Et c'est là qu'ils ont fait le 2e avion qui a volé en 1965, qui dans un premier temps s'était appelé Very Pregnant Guppy. Et puis après, quelqu'un a dit sur le plan commercial, il faudrait peut-être qu'on lui donne un autre nom. Ils l'ont appelé Super Guppy, mais c'était le Super Guppy de la NASA. Et les nôtres seront faits quelques temps plus tard sur un concept légèrement différent. Et vous les avez repris sur la même base, Stratocruiser, ou sur une autre base? Stratocruiser sur la même base, mais en essayant d'optimiser à la fois la forme du fuselage et d'optimiser le système de chargement et déchargement. Alors déjà, d'une part, entre 1967 et 68, Airbus, qui n'existait pas encore, des ingénieurs Airbus sont allés à Santa Barbara où seront construits nos Super Guppy entre 68 et 73. Et là, les ingénieurs ont dit, voilà, les charges que l'on va transporter entre les différentes usines vont avoir telle dimension, tel volume. Donc il faudrait nous construire un avion autour de ces charges. D'autre part, le Super Guppy de la NASA a sur le côté gauche 2 charnières qui sont peut-être un petit peu trop lourdes, et donc on a essayé d'optimiser tout ça pour faire l'avion d'Airbus. Et là, les ingénieurs ont dit,
cet avion sera utilisé sur le trajet le plus long entre Toulouse et Hambourg. Et donc, il faudrait que tout cet avion soit capable d'effectuer ce trajet dans de bonnes conditions. Et donc, l'avion a été optimisé pour cet objectif. Et en finale, la charge offerte devait être égale à 25 tonnes. Donc 25 tonnes sur un trajet Toulouse-Hambourg. Mais sachant que l'avion, après, pouvait aller à Manchester, à Brême et sur d'autres destinations. Et en une seule fois, pas d'étape. Alors, excellente question. À l'aller, en une seule fois, et au retour, lorsque nous étions chargés, quand on met dans cet avion 15, 18, 20 tonnes, là, on ne pouvait plus décoller à pleine charge. On emmenait le chargement maximum, mais on ne pouvait plus emmener suffisamment de carburant. Donc quand on partait d'Hambourg, on faisait Hambourg-Amsterdam, Amsterdam-Lille, Lille-Charles de Gaulle et Charles de Gaulle-Toulouse. Donc quand on voulait faire un aller-retour, ce n'était pas un jour, c'était sur 2 jours. C'est sur 2 jours. S'il n'y avait pas trop de vent et si l'avion n'était pas en panne. Oui, parce que est-ce que les conditions météo de vol d'un Super Guppy étaient plus, on va dire, moins, enfin, ça pardonnait moins qu'un avion normal, je veux dire. Est-ce que vous aviez une météo plus exigeante par rapport Oui, on avait une météo plus exigeante, mais que l'on ne maîtrisait pas toujours. Alors, les ingénieurs, lorsqu'ils ont construit cet avion dans les années 68-70, eh bien, les Français avaient dit, enfin du moins les Européens avaient dit, il faut que cet avion soit capable de voler par tous les temps. Ça voulait dire des moyens de dégivrage, d'antigivrage, dégivrage des ailes, des moyens d'antigivrage moteur, des moyens de dégivrage du pare-brise, etc., etc. Et par contre, quand on rentrait avec des chargements lourds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Hambourg, Amsterdam, Amsterdam, Lille, Lille, Charles de Gaulle, Toulouse, on ne pouvait pas monter au niveau optimum. Et donc, pendant l'hiver, on était souvent au niveau 80, 90, 100, et précisément, c'est à ces niveaux que l'on givre, et très souvent, on givrait beaucoup avec cet avion. Et là, votre rôle devait être déterminant, j'imagine. Hein. Oui, alors mon rôle était déterminant. Lorsque je commençais à voir que sur les pendules, sur mes indicateurs de température, la température avoisinait les plus 10 degrés et passant en dessous de plus 10, c'est-à-dire 8, 4, 5 degrés, là je disais à mes pilotes, à mon commandant de bord, on commence à avoir des températures qui descendent, il faudrait peut-être envisager de mettre les moyens de dégivrage. Et il me disait antigivrage d'aile, antigivrage moteur, etc. etc. Donc j'accomplissais la checklist telle qu'elle était définie entre nous. Bon, des aventures extraordinaires. On vous remercie, je crois qu'on vous retrouve demain pour revenir sur ce sujet fascinant, cet avion qui est quand même étonnant. Quand on le voit au sol, on se dit comment a-t-il pu voler? En tout cas, il a volé, il a bien volé. Oui, et je dois vous dire que depuis qu'il est dans le musée Aeroscopia avec le nez ouvert, et quand je vois cet avion qui repose sur ses petites chandelles, je me dis quand même, 20 ans plus tard, on était quand même un peu gonflé de partir avec par tous les temps. Gonflé pour le Super Guppy, je le retiens. Merci beaucoup.